On accueille Gérard Longuet, bonsoir à vous. Bonsoir. Ancien ministre de la Défense. On va évoquer évidemment ce qui se passe en ce moment à Moscou, cette rencontre qui a débuté il y a quelques minutes entre Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain, et Vladimir Poutine. Il s'agit évidemment de la paix en Ukraine, des pourparlers autour d'un cessez-le-feu. La paix, on en est hélas encore loin. On va juste écouter dans quel état d'esprit se trouve le président russe. Il s'est exprimé quelque temps avant cette réunion et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas dans une humeur extrêmement favorable à la moindre concession. Écoutons Vladimir Poutine. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe. Je l'ai répété 100 fois. Mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Cela ne fait aucun doute. C'est assez glaçant, Gérard Longuet, de l'entendre dire si l'Europe veut la guerre, on est prêt, on l'attend. C'est en effet assez glaçant, oui. Un petit coup de froid. Mais cela dit, c'est du Poutine dans le texte. Et il a toujours été dans une attitude de musculation. Le l'ennui, c'est qu'il y a quand même 17 millions de kilomètres carrés et 145 millions d'habitants. Donc la musculation est plus interpellante. Mais est-ce que vous pensez qu'on est dans une phase où il pourrait accepter certaines concessions sur l'Ukraine ? Honnêtement, moi, je trouve que Trump joue un jeu curieux et qu'il risque d'être déçu par Poutine. Et en abattant ses cartes de coopération économique, je pense qu'il se fourre le doigt dans l'œil. Mais c'est sans doute le moment qui est le plus favorable pour essayer de faire bouger les choses. Pourquoi ? Parce que le président ukrainien n'a pas toutes les cartes en main, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que Trump veut la paix incontestablement et une paix prometteuse en termes de business. Qui est quand même une façon de dire aux Russes, avec nous, vous allez vous en mettre plein les poches, nous aussi d'ailleurs, mais vous aussi. D'accord. Donc c'est le but qui est poursuivi par Donald Trump. Oui. Une nouvelle fois d'être déçu par l'inflexibilité de M. Poutine. Moi, je pense que Poutine créera des conditions qui sont en fait inacceptables pour l'OTAN dans son ensemble. Et des phrases comme celle de Poutine réveillent le sentiment excessivement anti-russe de l'OTAN depuis 2005, quoi, en gros. Et ce sentiment, la France avait combattu avec raison. Les présidents successifs, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, ont essayé d'établir des liens à peu près normaux avec la Russie. Et chaque fois, l'OTAN apparaissait comme celui qui nous rappelait une vérité qui s'est hélas confirmée le 24 février 2022. Éric Rebel, une question. Gérard Longuet. Sur ces images... c'est explicite. D'un côté les Russes, de l'autre côté les Américains, l'envoyé spécial du président Trump. Voilà ce que vous allez dire. Où sont la les France n'est pas là, l'Europe n'est pas là. Est-ce qu'on paye un effondrement du poids politique ou diplomatique de l'Europe et de la France ? Et puis juste une question qui est liée à la première, c'est que le président de la République, à la fois, il est là pour soutenir militairement Zelensky, et en même temps voudrait peser dans l'accord de paix. Ça paraît totalement incohérent. Oui. L'Europe, je pense, alors moi je suis assez européen, assez optimiste par nature. Si vraiment elle ne comprend pas qu'elle a besoin d'une stratégie autonome, comme la France le défend depuis le traité de Rome et depuis que le général de Gaulle l'a mis en œuvre en 1958, c'est que vraiment nos partenaires sont inaptes à l'ordre international moderne. Ça bouge quand même. Vous avez des pays courageux, pas les plus grands malheureusement, le Danemark, je prends cet exemple, la Finlande, la Suède. Vous avez un pays qui change en profondeur, c'est l'Allemagne de Merz, qui manifestement veut faire quelque chose. Mais ensemble, ils n'ont pas confiance en eux, parce que nous avons ensemble une structure de discussion qui est l'OTAN et l'Europe. Et l'Europe est très embêtée parce qu'elle ne sait pas jusqu'où aller et comment y aller. Et l'OTAN nous a poussés contre les Russes pendant 20 ans pour nous laisser tomber sèchement aujourd'hui en disant non, les Américains vont tout régler, vous inquiétez pas, tout va bien se faire. Et donc,
pour conclure, si l'Europe ne se réveille pas actuellement, je veux dire, il faut cesser d'être européen et faire n'importe quoi d'autre. On a le chef d'état-major des armées, le général Mondon, qui a tenu il y a quelques jours un discours assez inquiétant, Gérard Longuet, devant les maires. Il était devant le congrès des maires. On va juste réécouter ce qu'il dit pour savoir comment vous, en tant que ministre de la Défense, vous auriez apprécié ces déclarations de votre chef d'état-major. Écoutons ce qu'a dit le général Mondon aux Français. Il n'y a aucune raison d'imaginer que c'est la fin de la guerre sur notre continent, malheureusement. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça. Et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. Ce ne sont pas des propos sortis hors de leur contexte. Absolument, c'est le texte intégral. Ce n'est pas un propos de chef d'état-major des armées. Le chef d'état-major des armées prépare nos armées au combat dans les conditions définies par le président de la République, chef des armées, avec le soutien d'une politique qui, en général, s'inscrit dans un livre blanc et dans une planification votée par le Parlement. Les deux sont indispensables, le président, le Parlement. Donc là, il sort de son rôle. Oui. Et je ne pense pas qu'il l'ait écrit. L'armée, c'est une maison quand même sérieuse et hiérarchisée. Je ne pense pas qu'il l'ait prononcé sans que les mots n'aient été lus et relus. En tous les cas, personnellement, je crois que j'aurais invité, s'il l'avait fait proprio motu, le chef des armées à consacrer un long moment de réflexion. Comme c'est joliment dit, oui. Louis de Ragnel. Après, on imagine quand même que le chef d'état-major des armées, qui s'exprime devant le Salon des maires, a évidemment obtenu la validation du président de la République. Oui, mais ce serait bien qu'il le dise, oui. Le président de la République. Bah, oui, pour le coup, c'est de la responsabilité du président pour protéger, évidemment, à la fois le chef d'état-major des armées et l'institution. Parce que le problème, c'est le risque que les Français puissent penser que les armées est instrumentalisées pour autre chose que pour ce qu'elles doivent faire. Voilà. Parce que là, on parle d'une date très précise, 2030. Oui. La Russie prépare un affrontement en 2030. C'était en commission d'enquête parlementaire. Oui. Mais là, il l'a dit. Et là aussi, là, il l'a repris. Ce qu'il avait dit en commission parlementaire était déjà étonnant. Ça appartenait au ministre de la Défense, Madame Vautrin, elle étrenne son poste, elle va devant la commission et elle dit, vous savez, aujourd'hui, j'y crois pas, mais en 2030, apparemment au rythme de leurs dépenses. Parce que quelque chose qu'on oublie, c'est que les armées européennes sont plus fortes, plus équipées en couverture aérienne, plus équipées en éléments de combat terrestre que la Russie. Nous ne sommes pas du tout dans la situation de la guerre froide où l'armée soviétique est évidemment sans comparaison supérieure à des armées européennes qui avaient été complètement décimées pour les uns et puis orientées vers des guerres coloniales pour les autres et donc inaptes à un combat sans l'appui américain massif. Pour ma question, Monsieur le Ministre, on entend depuis maintenant plusieurs années un discours de plus en plus belliqueux, diront certains, d'Emmanuel Macron, avec l'aide d'intention de livraison de Rafale à l'Ukraine. Dans la même séquence, l'annonce du rétablissement du service militaire sur la base du volontariat. Est-ce que vous pensez que ça participe de l'engrenage de la guerre et donc ça conduit Vladimir Poutine aussi à hausser le ton ? Ou est-ce que, au contraire, Emmanuel Macron a raison de faire ça ? Non, pour dire la vérité, je suis assez étonné, pour être resté diplomatique, c'est pas le style de la maison, mais enfin, je suis étonné des propos du président Macron. Parce que c'est sérieux, la guerre. Ça engage la vie des civils, des combattants, ça engage l'économie dans son ensemble, ça engage la société dans ses comportements. Parce qu'on ne fait pas la guerre sans soldats. Et quelle est la place de l'armée dans le pays ? Comment doit-elle peser ? Si l'on a la certitude absolue que l'Union soviétique, la Russie, pardon, reprenant les voies de l'Union soviétique, essaye de revenir sur une frontière proche, une étape du Tour de France, disait le général de Gaulle, de Strasbourg, pour parler de la présence soviétique à l'époque. Si on le pense vraiment,
il faut le dire carrément, il ne faut pas jouer avec. Parce que là, on donne le sentiment de jouer avec les nerfs pour avoir un statut. Alors, Statut d'imprécateur, un statut de churchillien. Un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe. C'est très déstabilisant pour le jugement que l'on peut porter sur le chef de l'État, qui doit être un homme qui doit inspirer un peu la confiance aux uns et aux autres. Or, la déclaration devant la Commission de la Défense, devant les maires qui en effet s'intéressent à l'armée et dont l'armée a besoin, c'est tout à fait logique que le chef d'état-major y aille, mais pour dire ce qu'il a dit dans les termes qu'il a choisis, qui sont des termes d'alerte, bon, alors d'accord, c'est l'orientation du pays, très bien, mais il faut le dire. On ne le dit pas vraiment tout en le laissant penser. Éric Nolot, une question. C'est un en même temps qui est gênant. Je reviens sur les propos du général Mandon pour vous exprimer ma perplexité. Moi, je trouve étrange qu'on se focalise à ce point sur le messager plutôt que sur le message. Parce que quel est le message ? Si nous laissons tomber l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, soit qu'on accède à toutes les demandes de M. Poutine et il demande une capitulation en race campagne, ce sera un encouragement pour lui à se continuer à d'autres pays. Les cibles naturelles... On peut le penser. On peut le penser. Ce n'est pas une certitude. Les cibles naturelles, ce sont les pays baltes. Qui sont membres de l'OTAN, eux. Membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Et de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Exactement. Automatiquement, nous entrons en conflit. Donc, moi, je veux bien que ça soit un discours belliciste, ça correspond à la réalité. Monsieur Lavrov s'est rendu, le ministre des Affaires étrangères... Oui, on le connaît bien. Vous avez bien connu les services. Avec un t-shirt CCCP, URSS. On ne peut pas faire plus clair comme message. Moi, il me semble qu'un minimum d'alerte, sans paraître belliqueux ou belliciste, s'impose. Mais il faut le dire carrément. Oui. Il ne faut pas partager les rôles en laissant penser que, mais en même temps, ça ne va pas. Comme l'histoire du service militaire, moi j'étais plutôt pour quand j'ai entendu parler de... Pourquoi ? Parce que l'armée a besoin d'un vivier pour recruter des réservistes. Mais un vivier composé de soldats prêts au combat et acceptant le combat. Or, ce qui nous est proposé, c'est un service militaire qui de 3 000 pour commencer, qui ira jusqu'à 10 000. 10 000, ça veut dire un vivier de 100 000. On peut considérer qu'entre 20 et 30 ans, les filles et les garçons peuvent être réservistes. C'est suffisant 100 000. ou pas ? Mais sur 100 000, combien accepteront de signer un contrat par lequel ils s'engagent à combattre ? Ensuite, c'est toute la question, oui. On ne sait pas. On ne sait pas. La moitié ? Ça fait 50 000. 50 000, c'est les chiffres actuels de la réserve. Donc, si on les rajoute en plus, c'est bon. Si c'est pour consolider les chiffres actuels, c'est insuffisant. Le drame de notre président, il est très créatif, très imaginatif. Il parle beaucoup, il intervient, il lance. Mais il faut assurer la prévente. Il faut que la voiture marche, il faut que le réservoir puisse être rempli. Il faut qu'il y ait un volant et un moteur, vraiment un moteur à la taille de la carrosserie. Enfin, vous voyez, tout ça, on doit en parler un petit peu. Alors, normalement, on doit en parler... notamment au Parlement. Il y a des commissions compétentes à l'Assemblée, au Sénat. Et que comme c'est la pagaille infernale et qu'il n'y a pas de majorité depuis juillet 24, je ne suis pas mécontent de ne pas être dans le coup, vous voyez, aujourd'hui. Et les Français sont inquiets, vous comprenez leur inquiétude. Totalement. Vous leur dites, ce qui est extraordinaire, c'est ce sondage sur la qualité des hommes politiques. Ce sont nos hommes politiques. Nous les avons élus. On les aime pas, mais ils ont été élus, pas d'autres. C'est ceux-là. Alors, on peut se poser la question, pourquoi serait-il nécessairement moins bon ? C'est une bonne question et il y a des raisons. Alors, lesquelles ? En un mot ? Je pense que la vie présidentielle écrase la vie politique et que l'on charge le président de responsabilités qu'aucun homme ne peut exercer. La répartition des rôles, présider n'est pas gouverner. Gouverner, c'est en effet débattre avec le Parlement qui est légiféré, mais légiférer, ce n'est pas gouverner non plus. Et puis, il faut que les gens votent et qu'ils votent en confiance. Or, nous avons un système qui repose exclusivement sur le choix quinquennal d'une personnalité. Je trouve que c'est un petit peu primitif comme système. Gérard Longuet était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour nous faire part de vos analyses sur la situation actuelle. Merci.